secrétaire général, bienvenue, les conseillers présents également, je vous souhaite la bienvenue. Les gens dans la salle, bienvenue également. Bien entendu, les gens de Télévac qui nous regardent ce soir pour cette première séance de la soirée, qui est la séance extraordinaire, qui porte bien entendu exclusivement sur le budget 2025. Alors, je vais faire la lecture de l'ordre du jour. Tout d'abord, le premier point, le point 1, ouverture de la séance. 2, constatation du quorum. 3, adoption de l'ordre du jour. 4, dépôt de documents de correspondance. 5, présentation du budget pour l'année 2025. En 6, présentation du programme triennal d'immobilisation 2025, 2026 et 2027. 7, adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2025. 8, adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2025, 2026 et 2027. En 9, publication et distribution du budget 2025 du programme triennal des dépenses en immobilisation 2025, 2026 et 2027. En 10, affaires nouvelles, 11, période de questions. Et enfin, en 12, la levée de l'Assemblée. J'aurais quelqu'un qui, s'il vous plaît, quelqu'un qui a fait sa proposition. Je le propose. Je vous remercie. Tout le monde est d'accord? Monsieur le commandant, ça va? Oui. Monsieur Lambert également? Oui. Madame Côté? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Proposé par Madame Sandra Langlois, c'est résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit accepté tel que rédigé. Ce qui amène le point 4, dépôt de documents et de correspondance. On n'a pas de dépôt de documents et de correspondance ce soir. Le point 5 maintenant, présentation du budget pour l'année 2025. Alors, je vais vous faire en fin de compte les faits saillants de ce qui va se passer, de la vision, de l'orientation du Conseil de ville également de Pascalière. Alors, au niveau des dépenses, le montant total des dépenses prévues pour l'année 2025 va s'élever à 7 142 347 $. Et pour l'illustrer, au niveau de l'administration générale, en 2025, on prévoit les dépenses de 1 299 818, comparativement à l'an passé, qu'on avait 1 299 267. Vous allez entendre beaucoup de chiffres, je vais quand même faire le parallèle entre les deux dernières années. Au niveau de la sécurité publique, en 2025, on prévoit 510 790 $, alors qu'en 2024, ça nous avait coûté 496 406 $. Au niveau des transports, 1 302 898 pour 2025 qu'on prévoit dépenser. Et en 2024, on avait prévu 1 260 372 $. Au niveau de l'hygiène du milieu, 922 221. En 2024, 1 057 597. On prévoit moins cette année. Et la santé et bien-être, 45 000 $, la même chose qu'en 2024 et 2025, c'est la même chose. Il n'y a pas grande différence en certains points. Au niveau de l'aménagement, urbanisme et développement, on a 273 581 prévus en 2025, comparativement à 216 157 en 2024. On a un peu plus cette année, il faut prévoir là-dedans qu'on a quand même peut-être l'embauche d'un aide technique là, au niveau de l'urbanisme, alors qu'il va faire partie d'un salaire supplémentaire. Au niveau de loisirs, culture et communication, on a pour 1 736 044 $ en 2025. Comparativement, en 2024, c'était 1 515 027. Alors, on a plus également de ce côté-là. Les dépenses, c'est dû surtout à une entente avec le développement culturel pour un montant de 50 000 $ cette année. Également, différents entretiens qu'on a aussi au niveau des bâtiments de culture, loisirs et culture. Et on a également aussi des modifications au niveau. On a eu également un niveau salarial suite à la dernière convention collective. Qui fait un total à cet égard-là pour l'administration générale, d'un total, c'était pour les dépenses à ce niveau-là de 6 979 853, comparativement à 6 404 890 l'an passé. On a également, j'ai oublié de parler des frais de financement, parce qu'on a des frais de financement également qu'on prévoit à 889 000, comparativement à 515 063 l'année passée. Alors, dans les frais de financement, il faut comprendre qu'on a également les emprunts qu'il y a eu là-dedans, les rues, puis tous les engagements financiers qu'on a eus, alors qu'ils vont avoir un impact sur l'année 2025. Au niveau des autres activités financières, on parle du remboursement de la dette à long terme. L'an passé, on avait prévu 666 203 $. Cette année, on est à 650 000 $. Au niveau du transfert à l'état d'activité d'investissement des immobilisations, 100 000 $ l'an passé, 100 000 $ cette année également. Au niveau des affectations, remboursement du fonds de roulement, on a prévu 17 506 $. Il faut comprendre que l'an passé, on avait alloué un montant assez important. Il reste 85 000 $ qui est amorti sur 5 ans. Ce montant-là servait surtout pour la sécurité incendie. Alors qu'on a fait des achats, des apria, bien entendu, pour améliorer l'équipement respiratoire, surtout pour les pompiers. Au niveau des affectations des autres revenus, les emprunts au fonds de roulement, surplus accumulés affectés, l'an passé, on avait affecté 369 889 $. Cette année, du surplus pour les dépenses, on a affecté 605 012 $. En fait, vous savez que chacune des années, on était un peu, on avait
un certain surplus budgétaire, c'est ce qui nous permet d'affecter en fin de compte un montant de cette envergure-là. Puis aussi, j'en note que vous savez que suite à la présentation qu'on a eu des rapports financiers au début du mois par Raymond Chabot, Grant Thornton, alors considérant qu'au cours de chacune des 3 dernières années, on a eu un circuit qui est inscrit. Alors, il était de notre intention d'en retourner une partie à nos citoyens. Alors, on se rappelle, on a vécu une période inflationniste au cours des dernières années, puis ainsi, pour le budget 2025, on va allouer ce montant-là de 605 012 du surplus accumulé qui va être affecté afin d'équilibrer notre budget. Puis, ça va nous permettre un gel de compte de taxes, vous allez le voir par la suite, bien entendu, pour une maison montée. Ce qui fait que, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a réussi, par le passé, à économiser des sous à quelque part, tout en essayant de respecter nos investissements. Essayer d'améliorer les conditions de la municipalité, de la ville, en fin de compte. Mais en dernière année de mandat, pour qu'on voit qu'on a eu cette réussite-là, je pense qu'ensemble, on s'est dit que les citoyens devraient peut-être être redevables également un peu envers eux sur le plan de leur exigence par rapport à la taxation cette année. Alors maintenant, ça m'amène au point, toujours le même point, au niveau des recettes. Alors, pour financer ces dépenses-là, alors, on prévoit des recettes qui se détaillent comme suit. Bien entendu, les recettes vont être également à 7 142 347. Au niveau des recettes, on a des services rendus aux organismes municipaux. Alors, en 2024, on avait reçu 124 100 Cette année, on aura 126 600 Au niveau de la tarification pour les services municipaux, je parle de l'aqueduc, l'égout, les matériaux secs et les investissements en immobilisation. Il y a un seul changement au niveau des matières résiduelles, auquel l'an passé, on avait 301 000 cette année, on a un peu moins, qui est 291 000 mais la taxe, c'est-à-dire le montant de 127 000 qui était alloué pour le recyclage, cette année, on ne l'a pas. Alors, ce qui nous amène à zéro, en fait, pour le recyclage. Au niveau des transferts des droits de péréquation, l'année passée, on avait 230 017 Cette année, on aura 225 769 Au niveau des subventions d'intérêt, l'an passé, on a eu 69 060. Cette année, on va recevoir 193 000 Alors, pourquoi on peut recevoir un montant si important cette année comparativement à l'an passé? Alors, vous savez qu'on a investi dans différents projets. On est allé dans des projets qui étaient bien subventionnés. On a fait des bons choix d'investissement. Et ça nous permet, bien entendu, d'obtenir ces montants plus généreux au niveau des subventions d'intérêt. Au niveau de la compensation pour les matières résiduelles, l'opération, c'est le même montant, 104 000 l'année passée, cette année, ça va être 104 000 également. Au même titre que l'entente des partages des frais des autres transferts, on avait l'an passé 183 800 ça sera le même montant cette année. Et les autres services qui sont rendus, les autres revenus, on avait en 2024 reçu 779 674 et cette année, on aura 829 109 Ce qui fait que pour les recettes spécifiques, en 2024, on avait 3 390 Cette année, on aura 3 36 278 Alors, c'est pas grand-chose, c'est vraiment pas une très grande différence. Au niveau du prochain bloc, qui est le transfert, le paiement, tenant le lieu de taxe. Du gouvernement du Québec, on recevait 179 795 en 2024. Pour 2025, on va recevoir 321 479. Ce montant-là est beaucoup plus élevé. On n'a pas de pouvoir dessus, on n'a pas de contrôle. C'est le gouvernement qui nous envoie ces montants-là. Au niveau du santé et services sociaux, l'an passé, on avait 65 000 cette année, on aura 75 000 Au niveau des immeubles, les écoles primaires et secondaires, on avait 197 000 cette année, ça sera 220 000 Au niveau du gouvernement du Canada, l'an passé, on avait 7 380 cette année, quelques dollars de moins, on aurait 7 100 qui fait que le total des paiements tenant lieu de taxes pour cette année sera de 623 569 comparativement à 442 175 pour l'an passé. Maintenant, le dernier bloc, au niveau des recettes, on parle de la taxe foncière générale de la tarification de certains services que nous avons. Au niveau de l'évaluation résidentielle, on a une évaluation de 244 314 087 en SPVM. Le taux de taxation cette année sera de 1 du 100 d'évaluation, du 100 d'évaluation. Les recettes de 2024 étaient à la hauteur de 2 318 000 Cette année, ils seront de 2 338 000 Vous verrez que la légère augmentation, elle est due, bien entendu, au taux de taxation. Pardon? 438, excusez-moi, c'est 2 438 000. Alors, cette différence-là, vous allez voir par la suite par rapport au taux de taxation également. Au niveau des immeubles, 6 logements inclus. Alors, les taux n'ont pas changé. La valeur, l'évaluation est à 5 649 132. Le taux est toujours à 1,273 du 100.
alors qu'il nous donne des recettes 2025 de 75 000 comparativement à 72 000 l'an passé. Le reste est sensiblement comme l'an passé, bien entendu. Les immeubles non résidentiels qui sont évalués à 28 728 171. Le taux de taxe demeure le même également, à 1,753 du 100 d'évaluation, et on aura des recettes pour 520 000 comparativement à 500 000 l'an passé. La légère différence, en fin de compte, des fois, c'est dû à certaines les valeurs, des fois, des rénovations, des améliorations de certains immeubles. Les terrains vagues desservis, il n'y a rien à changer. On avait une taxe l'an passé qui est établie à 350 elle demeure la même. Au niveau des terrains vagues, les recettes pour cette taxe-là, juste le petit l'an passé, est à 85 000 l'an passé, elle sera la même, bien entendu, cette année. Au niveau des terrains vagues, aucun changement également. On avait reçu l'an passé 53 000 de taxes là-dessus, on aura le même montant cette année. Il y a une valeur de terrain vague de 4 652 500 et le taux de taxation demeure le même à 1,137 du 5 d'évaluation. Au niveau de la taxe développement loisirs, aucun changement également. Elle est évaluée à 57 000 et la même chose pour 2025. La tarification de loisirs, elle est fixe à 39 On aura également le même montant que l'an passé, 91 000, et 2024 et 2025. Il y a une taxe spéciale qui était toujours là, de développement culturel et touristique à 4 sous du 100 d'évaluation. On recevait avec ça 112 000 ça sera la même formule cette année à 112 000 Enfin, la taxe de voirie forestière, qui était à 15 taxe fixe, sera toujours le même montant. Alors, 35 000 qu'on avait l'an passé, on aura également le même montant cette année, qui fait qu'au niveau des recettes de la taxe foncière générale, on recevra 3 482 500 comparativement à 3 338 000 Alors, ce qui nous amène maintenant le point 6, qui est la présentation du programme triennal de mobilisation pour 2025, 2026, 2027. À ce niveau-là, alors, je vais vous présenter les grandes lignes pour les 3 prochaines années. Au niveau, on a des blocs là-dedans. On a 4 blocs là-dedans. Le bloc, premièrement, de l'équipement et des acquisitions. On a prévu pour 2025 1 778 500 qui sera répartis comme suit. On prévoit investir 450 000 dans le service incendie. Ces 450 000-là, ça a rapport avec l'autobus qu'on voulait acheter pour la sécurité des pompiers, qu'on prévoit en 2025 le régler. On avait également le prolongement de la rue Castillo. On a évalué un montant de 650 000 Le 650 000 en fait, non, lui, c'est pour l'asphaltage, tout ce qu'il y a au niveau du réseau d'aqueduc et d'égouts. Lui aussi, c'est pour 2025. Soit dit en passant, une très bonne nouvelle parce que les tests de sol ont été effectués. Ils sont très positifs. Ça va bien. On est comme bien parti dans le bon corridor. Vous vous souvenez que lorsque ce projet-là, on l'a continué en 2021, on était fixé une orientation pour 2025. Alors, si tout va bien, alors, on se croise les doigts, on ne sait pas ce qui peut nous arriver, mais le projet est quand même dans le même élan qu'il était dans les années passées. Au niveau de la voirie et de l'équipement, on a prévu un montant de 220 000 À ce niveau-là, 220 000 on va avoir à faire l'acquisition de certains équipements. On parle, entre autres, là, si je veux vraiment bien me situer, là, on parle le trackless, qu'on appelle la machine en fin de compte qui permet d'ouvrir les trottoirs, et ainsi de suite, pour un montant de 150 000 et également une tondeuse à fléau qu'on voulait acquérir, qui est d'une valeur de 70 000 qui nous amène aux 220 000. Les autres projets, il y a d'autres projets à cet égard-là. On peut parler ici, on parlait de la rue Castillo, la bibliothèque. On va voir l'ouvrage à faire là-dedans au niveau de la climatisation. Peut-être l'acquisition d'une camionnette supplémentaire, parce qu'il y en a qui commencent à avoir du millage encore, comme on dit, au niveau des loisirs, tout le mobilier qu'on va avoir au niveau de la pêche, de la plage, il va y avoir des modifications à faire là-dedans, c'est-à-dire des ajouts ou encore des améliorations. Il y a plein de projets aussi qui rentrent à cet égard-là, sur l'ensemble des équipements qu'on a, et bien entendu, certaines acquisitions qu'on aura à faire. Au niveau des maintiens des actifs, alors je vous ai parlé ici, excusez-moi, je vais faire quand même une note au niveau des équipements d'acquisition, on parlait de 1 778 500 en 2025, 190 000 en 2026 et 200 000 en 2027. C'est les montants de 2027 et 2026 ont rapport avec les autres projets. Alors, ce qu'on a figuré pour 2025, c'est vraiment des projets d'envergure. Quand je parlais ici du service incendie, du prolongement de la rue Castillo ou encore les équipements de la voirie qu'on aurait à acquérir, qui fait une somme de 2 168 500 pour les 3 années à venir. Au niveau du maintien des actifs immobiliers, on parle ici d'un montant global pour l'année 2025 de 1 20 835 .
Là-dedans, les enjeux importants, on parle de la bibliothèque, presbytère et la mairie pour un montant de 545 000 $. Donc, vous comprendrez qu'à ce niveau-là, au niveau de la bibliothèque et la mairie, il y a la finalité, en fin de compte, qu'est-ce qu'on a à faire avec la mairie et le presbytère, et également au niveau de la bibliothèque municipale, dans tout le drainage à faire autour du bâtiment, auquel on va envisager de faire en 2025. Une partie en 2025 et une partie en 2026. Le montant global pour la bibliothèque qu'on a envisagé pour les 3 prochaines années était 545 000 pour 2025, 25 000 pour le presbytère, mairie et bibliothèque en 2026. Et 2027, on n'a pas prévu, bien entendu, parce qu'on penserait que les travaux seraient terminés. Au niveau des équipements en eau potable, on a un montant de 251 870. Au niveau de l'équipement en eau potable, on parle ici de la gestion des eaux, on a des pompes à acheter. Alors, il va falloir le faire, acheter des pompes pour différentes stations. Également, on va avoir le plan de protection des sources d'eau potable, ça aussi, il faut investir là-dedans ici, pour un montant de 21 465 $. Et bien entendu, la réfection des bonnes fontaines, 145 000. Vous savez, il y a eu des études qui ont été faites, des analyses par rapport à la qualité des bonnes fontaines. Alors, on prévoit qu'en 2025, on pourra régler ça. Pour 2026 également, il y aura un gros montant là-dedans, si on veut faire le réseau au complet, pour un montant de 436 870 $. Maintenant, on a d'autres projets, bien entendu, qui se rattachent à ça. Okay? On parle, entre autres, ici, je les cite, on parle des petits projets de moins grande envergure, le site Internet de la ville, on parle de la Maison des jeunes aussi, qu'on va avoir des montants alloués à ce niveau-là. On parle aussi des plans d'intervention, des mises à jour des conduites et d'équipements de sûreté qu'on peut avoir aussi au niveau de la ville. Alors, qui fait un global sur le plan triennal pour l'année 2025 de 1 20 835 $. En 2026, 560 370 $ et en 2027, 68 500 $ pour un montant global de 1 649 705 $. Au niveau des infrastructures routières, on a un montant global de 3 909 665 $ en 2025. Vous comprendrez là-dedans, on a la rue Saint-Pédis, les ponceaux. Vous savez, le projet, on avait parlé en 2024, de la réfection de différents ponceaux qui avaient été priorisés par le ministère des Transports. C'est sûr, il y a du financement. À cet égard-là, c'est des gros chiffres, mais c'est quand même financé à certains niveaux. Alors, il y a ça, les ponceaux terminés et certaines rues priorisées, entre autres la rue Saint-Pédis. On a également, il y a d'autres projets, bien entendu, à la hauteur de 858 000 $ pour l'année 2025. Et quand je me situe au niveau des infrastructures routières, on a entre autres la réfection de la rue Chapelot. Je me souviens, l'année passée, suite aux pluies diluviennes qu'on a eues entre la 4e et la 5e avenue, il y a eu un genre de glissement de terrain à cet égard-là, alors auquel on a pu faire déjà qu'il y a eu des études qui ont été faites, et on aura bien entendu des réparations majeures à faire à ce niveau-là. On a également, au niveau, on va avoir le sol à payer, bien entendu, par la pays, c'est-à-dire indépendamment comment ça avance, avec la 3e avenue et la rue Saint-Pédis sur le projet qui a été exécuté depuis 2022, pardon. Et différents projets de drainage, de fossés, la réfection, on parle aussi de la réfection de la 4e avenue ouest, si c'est possible, bien entendu, de le faire. Ça fait partie des prévisions qu'on a dans les autres projets pour un montant global de 858 797 $. En 2026, à partir de ces autres projets-là, on pourra avoir une continuité d'une valeur de 510 000 $ et pour 2027, 40 000 $ qui nous mène à un global de 980 000 $. Alors, pour les infrastructures routières, au niveau du plan triennal, sur 3 ans, il y aurait un montant à penser, à investir à 4 788 650 $. On tient toujours compte du financement, vous comprendrez également, mais il y a toujours de l'aide financière à cet égard. Au niveau des infrastructures de développement, on parle ici d'un budget participatif. Le montant global, avant pour ce montant-là, c'est un montant de 823 000 $. Au niveau du budget participatif, pour 2025, on a prévu 50 000 $. Au niveau du banc de pêche, et les autres projets du banc de pêche, on parle de 250 000 $. Alors, le banc de pêche, vous vous souviendrez, on en a parlé, il y a beaucoup de choses à faire là-dedans aussi. On parle du banc de pêche, on parle des aires de jeu, on parle du camping, on parle de tout ce qu'il y a sur le terrain à partir du moment qu'on arrive au banc de pêche. Au niveau de l'entrepôt d'abrasifs, on a prévu 450 000 $ en 2025. C'est un projet qu'on a déjà discuté dans l'année. C'est un projet qui a été analysé également. On a localisé un endroit pour l'installer. Alors, on devrait essayer, bien entendu, de voir de l'aide financière à cet égard-là pour pouvoir le réaliser en 2025. Ensuite, on a aussi le projet de la caserne de pompiers. La caserne de pompiers, actuellement, il y a un projet qui est sur table, qui avance quand même très bien, auquel l'étude va avancer, mais on prévoit pour 2026 le gros investissement au niveau de la caserne de pompiers qui pourrait être à la hauteur de 3 600 000 $. Et en 2027, un autre montant de 400 000 $. Alors, la caserne de pompiers, c'est quand même un investissement important.
Mais bien entendu, encore là, on regarde toujours s'il y a des programmes intéressants à cet égard. Au niveau du centre de plein air des Monticoles, alors là, ici, on a prévu cette année un montant de 15 000 encore pour continuer les études. Vous comprendrez que le projet actuellement peut être reporté un peu pour différentes raisons. Okay? Mais qui nous mène qu'en 2026, les programmes pourraient venir nous aider pour investir un montant de 2 506 000 2 506 500 et en 2027, 278 500 qui fait le projet en fait de compte Monticole au global à 2 800 000. Alors, ça, c'est ça. Et bien entendu, il y a d'autres petits projets à travers ça, à l'ordre de 18 000 qui est à l'égard du développement des infrastructures, qui fait qu'en 2025, on pourrait investir au niveau des infrastructures et du développement 823 000 En 2026, je vous parlais tantôt du projet de la caserne de Ponquet, on vient de parler du projet du Monticole également, on aurait pour un 6 491 500. On va partir en peur avec ça, on se traîner, on s'attend toujours pour avoir du financement de l'aide financière. En 2027, on part à 878 500 qui fait un global pour les infrastructures et développement sur le plan triennal de 8 193 000 Alors, le global de tout ça, 2025, on prévoit, bien entendu, là, il y a du financement. Quand on regarde au niveau du grand total des projets, 7 532 000, mais juste la rue Saint-Pédis là-dessus, on a un 3 050 000 qui représente presque 50% du montant global. Alors, pour 2025, 2026, 8 90 855, 1 187 000 pour 2027, qui nous fait un total de 16 809 855 pour un plan triennal. Là-dessus, il y a des choses qui peuvent se réaliser, il y a des choses qui ne peuvent pas se réaliser également. Alors ça, ici, c'est concret. Vous avez une idée de ce qui se passe au niveau du plan triennal à la hauteur de 16 809 855 sur 3 ans. On a également le point précédent au niveau de toute la tarification annuelle, les recettes et les dépenses. Alors, ce qui nous mène maintenant au point numéro 7, qui est l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2025. Alors, considérant en vertu du paragraphe 1 de l'article 474 sur la loi sur les cités et villes, le Conseil doit plus tard, le 31 décembre de chaque année, préparer et adopter le budget de la ville pour le prochain exercice financier et prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Considérant la présentation, le maire, du budget pour l'année 2025 représentant des revenus et des dépenses de 7 142 347, alors il est proposé par et résolu A d'adopter les prévisions budgétaires de la ville de Presque-Biac pour l'exercice financier commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre 2025. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Sinon, Monsieur le maire, si vous me permettez. Oui. Alors, merci, monsieur le maire. Tout d'abord, je souhaite à souligner les progrès effectués cette année pour l'accès aux documents budgétaires pour les membres du conseil. C'est quelque chose que j'avais souligné. C'est sûr que rien n'est encore parfait, mais il y a une nette amélioration et je suis satisfait que mes pressions à ce sujet ont donné des résultats positifs. Malgré cela, ce soir, je vais voter contre le budget. Je vais voter pour le gel de taxes et pour notre plan d'immobilisation, mais contre le budget, et voici pourquoi. Le premier élément, c'est l'utilisation que je juge exagérée du surplus accumulé afin d'équilibrer le budget. Quand je parle de surplus accumulé, c'est en quelque sorte là, les réserves financières de la ville, c'est l'argent qu'on a accumulé au fil des années et au fil des budgets. Cette année, il nous est proposé de piger 600 000 environ dans nos réserves pour s'assurer que les revenus et les dépenses s'équilibrent. En 2025, nos dépenses augmentent de 575 000 ce qui représente 9 d'augmentation, mais nos revenus, quant à eux, augmentent beaucoup moins rapidement, à hauteur de 340 000 ce qui fait un écart de 235 000 et cet écart, on va le chercher dans le surplus accumulé, surplus dans lequel on prenait déjà 370 000 l'an passé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les dépenses additionnelles risquent d'être récurrentes, de revenir à chaque année. Et c'est là que, selon moi, ça crée un problème, mais j'y reviendrai plus en détail plus tard. Vous savez, nous avons la chance à la ville de Presque-Biac d'avoir, en date du 31 décembre 2023, un surplus accumulé de 1,85 million de dollars. Ce surplus accumulé de 1,85 million est un véritable trésor sur lequel nous sommes assis. Et à mon avis, un trésor, il faut en prendre soin et il faut l'utiliser judicieusement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est préférable d'utiliser le surplus accumulé pour investir dans la ville à long terme via nos immobilisations et via également notre fonds de roulement. Bref, d'utiliser cet argent-là pour faire des projets, que ce soit pour les loisirs, pour les routes ou pour l'entretien de nos bâtiments. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est proposé dans le budget 2025.
Ce qui nous est plutôt proposé, c'est d'aller piger environ 600 000 $ dans nos réserves pour payer les dépenses courantes, c'est-à-dire les salaires de nos employés, le fuel des camions, les factures d'hydro, les intérêts de nos prêts, etc., etc. Dans les budgets 2023 et 2024, c'est autour de 350 000 $ du surplus accumulé qui a été utilisé pour équilibrer le budget. C'était sage, parce qu'en bout de ligne, on a souvent des surplus de plus de 350 000 $ à la fin de l'année. Et donc, en réalité, c'est comme si on n'avait pas touché au surplus accumulé pour payer nos dépenses courantes. On arrivait kiff-kiff, en bon français. Mais là, en augmentant de 64 % le recours à notre surplus accumulé pour atteindre environ 600 000 $, tout ça risque très fortement de se transformer en déficit réel à la fin de l'année 2025. Donc, à moins d'un miracle, nos réserves vont servir bel et bien à payer les dépenses courantes. Et bien que ce ne soit pas la meilleure des choses, c'est pas en tant que tel quelque chose de complètement dramatique en passant, mais tout est une question de degré. Et avec d'aussi grandes réserves, bien sûr qu'on peut se permettre de puiser un peu dedans pour donner un répit de taxes à nos citoyens cette année. C'est quelque chose que je l'ai dit tout à l'heure et je vais en dire plus en détail après. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on prend le risque de puiser beaucoup dans le surplus accumulé. Tout ça dépendra en réalité du surplus qu'on va dégager à la fin de 2025, et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir tout de suite. Alors, si des imprévus ont lieu et que le Conseil décide, si des imprévus ont lieu, ou bien que le Conseil décide de se lancer dans des dépenses bizarres, style acheter 60 000 $ de clôture, et qu'on arrive avec un très faible surplus à la fin de 2025, bien, ça se peut que le 60 000 $ soit flambé quasiment au complet. Par exemple, en 2022, on avait seulement un surplus de 40 000 $. Donc, si on a une année comme 2022, on va devoir dire adieu à cet argent qui aurait été mieux investi à long terme dans des immobilisations. Au contraire, si on a une année comme 2023 avec un surplus de 520 000 $, on devrait seulement puiser environ 80 000 $ dans nos réserves au réel, ce qui, soudainement, serait beaucoup plus raisonnable. Et la réalité, quant à elle, risque d'être quelque part entre ces deux extrêmes. Mais vous savez, personne n'a de boule de cristal. Dans le doute, moi je pense que la prudence est préférable. D'autant plus qu'il y a de l'incertitude économique dans l'air avec le nouveau locataire de la Maison-Blanche et la baisse du dollar canadien, ce qui à terme pourrait créer certains enjeux d'inflation. Et donc, vaut mieux se garder de la marge de manœuvre. Et c'est pourquoi, dans les circonstances, je trouve que puiser 60 000 $ dans notre surplus accumulé pour équilibrer le budget, je trouve ça un peu exagéré. Ça, c'est sans compter le fait que le conseil municipal ne pourra pas utiliser ce que j'appelle ce tour de magie pour équilibrer son budget pour l'éternité. À un moment donné, on sait très bien qu'il faudra arrêter de faire ça parce que le surplus n'est pas éternel. Et à quelque part, je trouve que le budget 2025 lègue en partie un problème au futur conseil et lègue une facture de 235 000 $ aux citoyens dans l'avenir parce qu'il faudra aller chercher des nouveaux revenus dans les années prochaines juste pour sevrer le recours au surplus accumulé, alors que je le répète, il y a des dépenses de 235 000 $ qui vont revenir sans doute là, année après année et pour laquelle on n'a pas prévu suffisamment de revenus supplémentaires dans ce budget. Alors moi, j'aurais été plus à l'aise avec une utilisation modérée du surplus accumulé, une utilisation plus modérée de nos réserves, disons quelque part entre 400 000 et 500 000 $. Comme ça, on aurait pu donner un répit de taxation à nos citoyens, mais ça aurait été plus responsable fiscalement aussi. Et pour arriver à ce scénario, on aurait pu sans doute optimiser encore certaines dépenses pour y arriver. On aurait pu essayer d'aller chercher quelques revenus supplémentaires aussi, quitte à augmenter très légèrement les taxes de 1% en moyenne, ce qui, pour la maison, la valeur uniformisée moyenne représente plus ou moins 25 $. Et ce qui aurait été tout à fait raisonnable et qui aurait épargné la capacité de payer des gens également, qui aurait préservé notre capacité fiscale à la ville de Passeriac et garder l'argent de nos surplus pour des choses plus stratégiques. Mais la taxation, j'y reviendrai en détail lors de la séance sur la taxation. Le deuxième élément qui m'amène à m'opposer au budget, c'est le peu d'importance qu'on semble accorder à la question du développement économique. Je m'explique. Vous savez, depuis plus ou moins 9 mois, je parle de la nécessité de tenter d'attirer un nouveau marché d'alimentation à Passeriac. Le raisonnement est fort simple. L'alimentation est l'un des domaines où l'augmentation du coût de la vie a fait le plus mal, mais nos citoyens à Passeriac sont présentement prisonniers d'un monopole qui les force à payer le gros prix pour leur facture d'épicerie.
Attirer un nouveau marché d'alimentation, encore mieux une bannière à rabais, permettrait de briser ce monopole et permettrait assurément à beaucoup de monde de mieux respirer à la caisse. Je suis d'avis que la ville de Passepébiac a un rôle à jouer pour que ça arrive. Je l'ai dit, un moyen d'y arriver serait de financer une étude de marché par exemple, ou une étude d'opportunité, ou une analyse commerciale, peu importe le terme. En résumé, un document qui aiderait la ville à développer une stratégie pour tenter d'attirer un promoteur s'il s'agit d'un projet réaliste après analyse. Mais encore faut-il essayer au moins de faire quelque chose. Et donc ce soir, je regarde le budget. Ce que je cherche à savoir pour aider mes concitoyens, c'est si de l'argent est prévu à quelque part dans ce budget pour financer une telle étude. Et j'ai trouvé ma réponse dans la catégorie dépenses aménagement, urbanisme et développement. Alors, nous avons une sous-catégorie dans le budget qui s'intitule promotion et développement économique. Comme on dit, bingo, c'est dans ça qu'il faudrait aller puiser de l'argent pour financer une étude. Il y a bel et bien des crédits pour payer des services et des honoraires professionnels. Alors jusque-là, tout va bien. Malheureusement, par rapport au budget 2024, on a eu la curieuse idée de couper le montant prévu pour les services et honoraires professionnels. Et ça, c'est quelque chose qu'on a seulement pu voir après nos réunions de travail, une fois que les documents détaillés nous ont été envoyés, le budget ligne par ligne, comme il avait été demandé. Et donc, ce qu'on constate à la lecture de ce document-là, c'est qu'en 2024, ces deux crédits étaient d'un total de 25 000 mais que pour 2025, on nous propose de faire diminuer ces crédits à seulement 16 000 je ne suis pas certain de comment l'interpréter. Je ne sais pas si c'est voulu ou si ce ne l'est pas, mais quand même, ça m'indique qu'une étude au sujet d'un nouveau marché d'alimentation en Passepébiac ne semblait pas être une priorité au moment de préparer le budget. Puis je le comprends, là, on a vu lors du vote au mois d'août que certains élus étaient un peu hésitants sur la question. Bien sûr, en cours de route, si on souhaite payer en cours d'année pour une étude, il y aura tout à fait des moyens de s'arranger, mais c'est pas ça dont il est question ce soir. Ce soir, il est question du budget, et c'est là-dessus qu'on vote. Dans le budget, on coupe 11 000 dans les crédits qui permettraient de financer une telle étude, et bref, on va potentiellement restreindre notre capacité de la payer, le cas échéant. Ça envoie un mauvais signal, ça ne va pas dans la bonne direction, et c'est un facteur également qui m'amène à m'opposer à ce budget. Pour ce qui est du reste, je tiens à souligner encore l'absence de mesures pour l'environnement dans ce budget. C'est regrettable, mais que voulez-vous? On est face à un budget de continuité, hein, c'est pas une nouvelle vision qui nous est proposée, c'est tout à fait normal. Alors, pour toutes ces raisons, moi je prévois voter contre le budget 2025 de la ville de Passepébiac. C'est excellent. Est-ce que vous avez des commentaires? S'il y a des gens qui ont quelque chose à ajouter? Moi, j'ajouterais quelques commentaires, M. Plante, s'il vous plaît. Bien sûr, le commentaire de M. Plante, que j'ai essayé d'analyser dans ma tête de toutes les façons possibles. M. Plante, vous semblez dire le projet qui est présenté est un budget pour lequel vous ne semblez pas avoir participé. Moi, je pense que vous y avez participé autant que nous. Parler de capacité fiscale des citoyens, j'ai de la misère à me fixer comment est-ce que vous pouvez analyser cette figure-là. Présentement, vous l'avez dit tantôt, on est à plus ou moins combien dans le vrai chiffre, c'est 1,8 million, c'est pas 1,85 million. 1,8 million. 1,8 million avec le 171 000 de 2023. On prévoit en 2024 un nouveau surplus qu'on peut anticiper à l'entour de 200 000 à 300 000. On affecte 600 000 de ce peut-être 2 millions-là si on l'ajoute maintenant. Il nous en reste 1,4 encore non affecté. Ce qui représente sur un budget de 7,1 millions, encore 20 %. Au niveau des affaires municipales, ce qu'on nous dit régulièrement, une ville, une municipalité qui est en santé financière devrait avoir dans ses coffres en non affecté environ 10 % et à 20 % elle devrait commencer à penser à réduire son surplus. On en est là, même en affectant les 600 000. Monsieur le maire, vous l'avez dit tantôt, vous l'avez dit en entrée de jeu, ce qu'on veut, c'est donner un congé à nos citoyens cette année. Congé de taxes foncières. OK? Monsieur Laplante, vous parlez aussi du marché de l'alimentation, le coût de la vie. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait.
Ça se peut-tu que le congé de taxe va leur permettre aussi d'économiser à ce niveau-là? Il faut voir l'ensemble, pas juste voir la portion de la taxation et du niveau de... Vous parlez de 235 000 seulement de différence. Je suis d'accord aussi avec ça, là. Tout à fait. Mais pourtant, on a discuté en table de travail longuement lorsqu'on a préparé le budget. Tout le monde est en accord, ou presque, avec ça. À ce soir, on a une surprise, mais je vais la respecter, ça vous appartient. Mais moi, le budget qui a été présenté à ce soir, ce que je veux dire, c'est que c'est un budget qui est extrêmement bien bâti, selon moi. Pour un conseil qui est à sa dernière année, on se débrouille sur le dernier budget, sur la dernière année de fonctionnement. Moi, c'est certain que le budget me satisfait. Puis, je vous félicite, M. le maire et M. Langlois. C'est sûr, on a dû travailler ensemble, le conseil, on a dû l'analyser, on a dû vous faire de la gymnastique comptable à l'intérieur de ce que vous avez présenté au départ. Mais à soir, ce budget-là est extrêmement satisfaisant. Puis je suis fier de voter pour ce budget-là. Je suis fier parce que les citoyens vont en profiter. Merci. J'aimerais la proposition, M. le maire. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez permettre un petit 2 minutes pour répondre à M. Grédy? Vous avez chacun le choix de l'émotion, puis j'ai une proposition qui a été établie par M. McNaughton. Alors, monsieur, vous êtes d'accord avec la proposition, M. Lafrance? Contre. Mme Côté? Pour. Mme Langlois? Absolument. Et M. Grenier? Oui, c'est sûr, je suis pour. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à la majorité d'adopter les prévisions budgétaires de la Ville de Place-Pédiac pour l'exercice financier commençant le 1er janvier se terminant le 31 décembre 2025. On est maintenant rendu au point numéro 8, l'adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2025, 2026, 2027. Alors, considérant la présentation du programme triennal de dépenses en immobilisation pour les années 2025, 2026 et 2027 par le maire pour un montant de 7 532 000 en 2025, 8 90 855 en 2026 et 1 187 000 en 2027, soit un montant total de 16,8 millions. Il est proposé par et résolu d'adopter le programme triennal de dépenses en immobilisation de la Ville de Place-Pédiac pour les années 2025, 2027 et 2026. J'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît, à moins que vous ayez des choses à dire. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, M. Grenier. M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, d'adopter le plan triennal de dépenses en immobilisation de la Ville de Place-Pédiac pour les années 2025, 2026 et 2027. Le point 9, publication et distribution du budget 2025 et du programme triennal de dépenses en immobilisation 2025, 2026, 2027. Il est proposé par et résolu d'autoriser, conformément à l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes, la publication du budget pour l'exercice financier 2025 et du programme triennal de dépenses en immobilisation 2025, 2026, 2027 sur le site Internet de la Ville. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie. M. McNaughton, pour vous, ça va? Oui. M. Laplante? Oui. Mme Côté? Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'autoriser, conformément à l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes, la publication du budget pour l'exercice financier 2025 et du programme triennal de dépenses en immobilisation 2025, 2026, 2027 sur le site Internet de la Ville. On est rendu au point numéro 10, affaires nouvelles. On n'a pas d'affaires nouvelles ce soir. Le point 11, période de questions. S'il y a des gens qui ont des questions dans la salle, je vous invite à le faire. Sinon, pour le bénéfice des gens qui sont à l'écoute, toutes les questions qui portent exclusivement sur le budget, qui portent ce soir exclusivement sur le budget 2025, vous pouvez également les acheminer par courriel à greffe@commercial-ville-place-pédiac.ca, bien entendu en incluant vos coordonnées telles que votre nom, prénom, adresse, courriel. Alors, s'il n'y a pas de questions, on peut procéder au prochain point, qui est le point 12, à lever l'Assemblée. J'avais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Je vous remercie. M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. M. Laplante également? Contre. Mme Langlois? Oh. Et M. Grenier? Oh. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à la majorité, que la séance soit levée. M. le greffier, il est 20h39. On prend une pause de près de 5 minutes, puis on revient pour la deuxième séance. Oui. Encore une fois, la bienvenue. Bienvenue à tous. M. le greffier, les conseillers présents, bien entendu, les gens présents en salle, les gens de télélogue également qui nous regardent. Alors, la deuxième séance de ce soir concerne, bien entendu, la taxe foncière générale et l'application de certains services pour l'année 2025. Alors, je vous offre tout d'abord la lecture de l'ordre du jour. Le point 1, bien sûr, la séance. En 2, constatation du quorum. 3, adoption de l'ordre du jour. En 4, adoption du document de correspondance. 5, adoption du règlement 2024-548 fixant
le taux de la taxe foncière générale d'identification de certains services pour l'année 2025. En 6, affaire nouvelle, 7, période de questions, ou enfin en 8, lever l'Assemblée. J'aimerais quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie. M. McNaughton, c'est bon pour vous? Oui. M. Laplante également? Pour. Mme Côté? Ah, d'accord. M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité des conseillers présents, mais là, toujours sur la noté telle que rédigée. Ce qui nous mène maintenant. Désolé, je vais juste regarder mon document. J'ai placé. Alors, ce qui nous mène maintenant au point, au point 4, dépôt et documents de correspondance. Alors, bien entendu, on n'a pas de dépôt de documents de correspondance cette séance-ci. Le point 5, adoption du règlement 2024-548 fixant le taux les taux de la taxe foncière générale et la tarification de certains services pour l'année 2025, considérant que le maire mentionne l'objet du règlement, sa portée ainsi que son application, considérant que plusieurs tarifs font l'objet d'un ajustement afin de refléter la réalité économique actuelle, il est proposé par et résolu d'adopter le règlement 2024-548 fixant le taux de la taxe foncière générale de la tarification de certains services pour l'année 2025. Alors, je vais vous en faire la lecture, en fait, du règlement, si vous le permettez. Alors, tout d'abord, attendu qu'en vertu de l'article 474 de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal doit préparer et adopter le budget de la prochaine année financière et prévoir des recettes au moins égales aux dépenses qui y figurent. Attendu qu'en vertu de l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale, toute municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen d'un mode de tarification. Attendu qu'en vertu de l'article 244.29 sur la loi de la fiscalité municipale, toute municipalité locale peut fixer pour un exercice financier plusieurs taux de la taxe foncière générale en fonction des catégories auxquelles appartiennent les unités d'évaluation. Attendu que l'article 252 de la loi sur la fiscalité municipale permet au conseil municipal de prévoir les règles applicables en cas de défaut par le débiteur d'effectuer un versement à son échéance. Attendu que, sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 263 sur la loi de la fiscalité municipale, le ministre des Affaires municipales a adopté le règlement permettant le paiement des taxes foncières en plusieurs versements, permettant aux débiteurs de payer la taxe foncière en plusieurs versements lorsque le total de ces taxes dont le paiement est exigé dans un compte atteint 300 $. Attendu que le débiteur de la taxe foncière municipale a le droit de payer en 6 versements si le total des taxes foncières est égal ou supérieur à 300 $. Attendu que le conseil municipal a pris connaissance des prévisions des dépenses qu'il juge essentielles au maintien des services municipaux. Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 356 sur la loi sur les cités et villes, un avis de motion a été dûment donné le 15 octobre 2024. Attendu qu'un projet de règlement a été déposé le 15 octobre 2024, le conseil municipal décrète ce qui suit. La section 1, la taxe foncière, l'article 1. Taxe foncière pour financer les dépenses prévues au budget 2025, adopté le 19 décembre 2024, il est par le présent règlement imposé, il sera prélevé ou exigé par les propriétaires ou occupants de l'immeuble les taxes, compensations et tarifs énumérés ci-dessous. À la section 2, taux de la taxe foncière générale. Article 2.1, taux de la taxe foncière générale. Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 1 $ par 100 $ d'évaluation à compter du 1er janvier 2025. L'article 2.2. Autre taux de la taxe foncière générale. L'article 2.2.1, l'immeuble 6 logements et plus. Le taux de la taxe foncière pour les immeubles 6 logements et plus est fixé à 1,273 $ par 100 $ d'évaluation. L'article 2.2.2, les immeubles industriels. Le taux de la taxe foncière pour les immeubles industriels est fixé à 1,753 $ par 100 $ d'évaluation. L'article 2.3, l'immeuble non résidentiel. Le taux de la taxe foncière pour les immeubles non résidentiels est fixé à 1,753 par 100 $ d'évaluation sous réserve de l'article 244.52 de la loi sur la fiscalité municipale. L'article 2.3.1, terrain vague non desservi. Le taux de la taxe foncière spéciale imposée sur les terrains vagues non desservis par le présent réseau, par le réseau d'aqueducs et d'égouts est fixé à 1,137 par 100 $ d'évaluation. L'article 2.3.2, terrains vagues desservis. Le taux de la taxe foncière spéciale imposée sur les terrains vagues et desservis par le réseau d'aqueducs et d'égouts est fixé à 1,137 par 100 $ d'évaluation, plus un tarif de base de 350 $ par unité d'évaluation. L'article 2.3.3, développement du sport et des loisirs récréatifs. La taxe spéciale pour le développement du sport et des loisirs récréatifs est fixée à 0,2 sous par 100 $ d'évaluation,
plus un tarif de base de 39 par unité d'évaluation. L'article 2.3.4, développement culturel et touristique. La taxe spéciale pour le développement culturel et touristique est fixée à 4 sous par 100 d'évaluation. L'article 2.3.5, la voirie forestière. La taxe de la voirie forestière est fixée à 15 par unité d'évaluation. L'article 2.4, modalité de paiement des taxes foncières. Les taxes peuvent être payées en 6 versements égaux lorsque le montant total est égal ou supérieur au montant fixé par le gouvernement du Québec dans le règlement permettant le paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements, soit 300 $. Les paiements de taxes foncières se feront aux dates suivantes. Le premier versement sera exigé le jeudi 6 mars 2025, le second le jeudi 10 avril 2025, le troisième le jeudi 8 mai 2025, le quatrième le jeudi 4 septembre 2025, le cinquième le jeudi 9 octobre 2025 et le sixième et dernier le jeudi 6 novembre 2025. Lorsque le versement n'est pas fait dans le délai prévu, il n'y a pas de déchéance du terme et seul le montant du versement échu est alors exigé. À la section 3, tarification de certains services. Article 3.1, investissement en immobilisation d'aqueduc et d'égouts. Le tarif pour l'investissement en immobilisation d'aqueduc et d'égouts est établi à 225 par unité d'évaluation desservie par l'un ou l'autre des services ou les deux services. L'article 3.2, service d'aqueduc et d'égouts. Le service pour le service d'aqueduc est fixé à 240 et celui pour le service d'égout est fixé à 115 par unité d'évaluation desservie. Dans le cas où une unité d'évaluation est utilisée à plusieurs fins, chaque logement à usage additionnel constitue une unité d'évaluation distincte. Certains établissements visés sont facturés pour ces services sur une base spécifique. On parle d'usines, de commerce, etc. L'article 3.3, matières résiduelles. Le tarif pour le service de gestion de matières résiduelles destiné à l'enfouissement est fixé à 160 $. Celui pour le service de gestion de matières recyclables est de 0 $ pour 2025 et celui pour la cueillette des matières secs est fixé à 50 $ par unité d'évaluation desservie. Dans le cas où une unité d'évaluation est utilisée à plusieurs fins, chaque logement à usage additionnel constitue une unité d'évaluation distincte. Certains établissements visés sont facturés pour ces services sur une base spécifique, soit les usines, les commerces, etc. L'article 3.4, entrée d'aqueduc et d'égout. Le tarif pour l'installation d'une entrée d'aqueduc et d'égout sur un terrain du côté où passent les conduites de la ville est de 1 500 $. Le tarif pour l'installation d'une entrée d'aqueduc et d'égout sur un terrain du côté opposé aux conduites de la ville est de 2 000 $. Le tarif pour l'installation d'une entrée d'aqueduc et d'égout sur un terrain riverain à la rue 132, la rue Chapadot ou l'avenue Poudreau est fixé en fonction du coût réel assumé par la ville. Enfin, la section 4, pouvoir de révision du conseil municipal. L'article 4.1, le conseil municipal se réserve le droit de réviser au cours de l'année 2025 l'ensemble des tarifs selon la procédure prévue sur la loi sur la fiscalité municipale et la loi d'équité civile. À la section 5, entre en vigueur, le présent règlement entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025, adopté aujourd'hui à la séance ordinaire du 19 décembre 2024 et la résolution numéro 2024-12, bien entendu, je pense que c'est 548 si je ne me trompe pas. Pardon? Ça va être trop. OK, parfait, merci. Alors, suite à tout ça, si vous n'avez pas commentaire, Seulement, si vous me permettez. Oui. Alors, tout d'abord, puisqu'il ne m'a pas été possible de répondre à M. Grenier lors de la séance sur le budget, puisqu'on parle quand même de taxation, et là, c'est sur le règlement de taxation, mais je tiens à réagir brièvement ici. Je demande un point d'ordre. Oui, tout à fait. Là, on va finir cette réunion-là. OK? Et on va terminer ce point. Mais je parle de taxation. On parle, là, je parle du règlement national. Mais mon intervention est sur le règlement de taxation. Allez-y. Mais on parle de taxation toujours. On parle de Il y a taxation. des commentaires sur la taxation dans le budget. Donc là, je veux parler spécifiquement de taxation. Est-ce qu'oubliez pas une chose? Tantôt, on avait chacun notre moment d'intervention. Je donne la parole à tout le monde. Vous l'avez eu? M. Grenier l'a eu. Les autres se sont abstenus? C'est parfait. Si vous avez quelque chose à ajouter sur le point actuel, j'ai pas de problème. Mais tout ça pour dire de façon générale, une brève réplique est quelque chose de souhaitable généralement, mais quoi qu'il en soit, je vais faire mon intervention, si vous me permettez, bien sûr. Alors, donc, toujours pour réagir à ce que M. Grenier a dit au sujet de la taxation. Je viens de vous dire. Oui, non, mais je suis d'accord avec l'idée de donner un de taxe. C'est de ça dont je veux parler. Simplement, je pense que ce n'est pas responsable de reporter 235 000 $ de dépenses récurrentes année après année. Alors, je m'excuse. En fait, c'est une augmentation de taxes. Monsieur, vous allez revenir là, au moment où on se parle ici. À un moment donné, là, c'est assez. Mais la phrase suivante parle de taxes. Alors, la phrase suivante parle de taxes. Je ne reviens pas sur ce qui s'est passé sur le point d'avant.
On va régler ça, on réglera le travail Mais- ensemble. mais c'est On pourrait réglé. le ramener éventuellement dans une rencontre. J'aimerais faire un point d'ordre aussi, M. le maire, si vous me permettez. Bon, d'abord, mon intervention porte sur le sujet dont il est question parce que je m'en vais parler des taxes. Première des choses. Deuxième des choses, les élus municipaux ont une liberté d'expression qui les protège. Nous sommes protégés par la charte. Ok, allez-y, La liberté élaborez d'expression- votre Oui. analyse. Donc, Allez-y. est-ce que je vais pouvoir parler librement? Vas-y. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, je vais recommencer d'où j'en étais. C'est que je suis d'accord avec l'idée de donner un répit de taxes. Simplement, je pense que ce n'est pas fiscalement responsable de reporter 235 000 de dépenses récurrentes année après année. En fait, moi, je pense que c'est une augmentation de taxes déguisée pour les années à venir. Parce que normalement, quand on gèle les taxes, on essaie aussi de contrôler les dépenses, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, moi, ce que je dis, c'est que pour épargner les gens, tout en étant fiscalement responsable, le budget aurait dû être plus serré sur les dépenses et qu'une augmentation de 1% aurait été une option à envisager. Pas 10% comme la passée, mais 1% pour éviter de faire le yo-yo. Alors, et comme M. Grenier disait tantôt, oui, nos réserves actuelles sont trop élevées. C'est vrai. On est en désaccord sur les stratégies à adopter avec les réserves. Moi, je dis qu'on doit investir dans nos immobilisations et augmenter le capital de notre fonds de roulement pour revitaliser la ville à long terme. M. Grenier semble plutôt suggérer qu'il faut payer les dépenses courantes comme les salaires avec nos surplus. C'est son choix. Lui, il veut payer l'épicerie avec une carte de crédit. Il favorise le court terme plutôt que le long terme. Moi, je préfère qu'on investisse dans une maison avec notre argent, si vous voyez l'analogie. J'ai envie qu'on revitalise notre ville, qu'on développe et ça implique d'investir à long terme. Et donc, pour ce qui est ce que j'avais prévu pour le règlement de taxation, cette année, la proposition qui nous est faite est un gel de taxes pour les maisons de la valeur moyenne uniformisée. Alors, on parle même d'une baisse moyenne de 1 $. J'ai parlé lors de mon dernier rapport d'un quasi-gel de taxes. Donc, je suis prêt à appuyer cette proposition-là qui nous est présentée. On sait que l'inflation a fait mal. Le compte de taxes de l'an passé aussi, on a quasiment eu 10% de hausse l'an passé, comme je l'ai dit tantôt. Il n'y a personne qui s'est fait ménager. Puis là, je pense que c'est le temps de donner un peu de répit. Et tout le monde autour de la table ce soir est d'accord là-dessus. On n'est pas en désaccord là-dessus. Peut-être en désaccord sur le budget, mais là-dessus, je pense qu'on se rejoint relativement. Et il faut dire qu'on a de la chance cette année, parce que la réforme du système de collecte sélective, parce qu'elle vient enlever les frais associés au recyclage aux municipalités et les transférer aux entreprises, bien, ça nous permet d'abolir la taxe de recyclage de 70 $, et c'est ce qui permet d'arriver avec un compte de taxe qui, en moyenne, n'augmente pas cette année. On dit bien en moyenne parce qu'il faut comprendre que le gel de taxe est pour la valeur moyenne uniformisée de 171 000 $. Et donc, si les gens qui nous écoutent, leur maison vaut moins de 171 000 $, les taxes vont baisser un peu. Et si la maison vaut plus de 171 000 $, bien, les taxes vont monter un peu. Mais ça va être une très faible augmentation, quelque chose en dessous de 1% ou de 2%, tout dépendamment de la valeur de leur maison. Et quand je regarde la proposition de taxation, je suis prêt à voter pour. Mais même si je suis pour, j'ai des réserves. Et ces réserves, je souhaite les partager avec le public ce soir. Et en fait, ce qui m'inquiète, c'est qu'on gèle les taxes en même temps que les dépenses augmentent de 575 000 $, soit 9 %. Et qu'en bout de ligne, on a un manque à gagner de 235 000 $, au niveau des revenus. Et ça, ce manque à gagner-là, le Conseil va aller le chercher dans le surplus accumulé, comme on a discuté tantôt. Je suis mal à l'aise avec ça et j'ai expliqué pourquoi tantôt lors du vote sur le budget. Aller chercher 600 000 $ dans le surplus accumulé pour que le budget balance, je trouve ça un peu exagéré. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faudra un jour arrêter d'utiliser la béquille qui est le surplus accumulé pour équilibrer les budgets. Hein, un jour, dans un monde idéal, nos budgets devront balancer en utilisant 0% du surplus, 0 $, du surplus accumulé. Hein, en 2023, c'était pas si pire. On a utilisé 350 000 de surplus accumulé, mais avec 520 000 $ de surplus à la fin de 2023, on se retrouve avec un surplus réel de 170 000 $. Ça risque d'être la même affaire en 2024. M. le maire, d'ailleurs, vous l'avez dit. Et donc, tout est sous contrôle jusque-là. Mais pour 2025, ça risque d'être très fort probable d'avoir un léger déficit réel à la fin de l'année. Ce déficit réel anticipé, il va falloir graduellement le faire diminuer, sinon, si on fait ça pendant des années, le surplus accumulé va se vider pour payer des dépenses courantes. Et le surplus accumulé, je l'ai dit, devrait plutôt servir à financer les projets à long terme.
des bâtiments, des jeux, de l'asphalte, n'importe quoi qui va rester et qui va améliorer la qualité de vie des gens pour les années à venir. Mais le surplus ne devrait pas servir à payer à chaque année le salaire des employés puis le fuel des camions. Et je pense qu'il serait mal d'utiliser l'argent des citoyens. Et au final, si l'argent est mal utilisé, ben, il y aura une facture qui arrivera et les gens vont payer plus au final. Donc, moi, je veux faire économiser les gens avec ce genre d'intervention-là. Et pour que cette transition-là, parce que j'appelle une espèce de déficit zéro, se passe en douceur, je pense que c'est préférable d'avoir une légère augmentation à chaque année, plutôt que devoir se retrouver à faire ce qu'on appelle du stop and go, c'est-à-dire de geler les taxes une année, mais obligé de faire une plus forte augmentation l'année d'après, et ce qui, au final, on n'est pas plus avancé, personne ne devient plus riche avec ça, et ça avantage personne. Qu'on se comprenne, à partir de 2026, il faudra graduellement que les 600 000 $ qui proviennent du surplus accumulé pour équilibrer le budget diminue. On ne peut pas continuer à augmenter ce montant pour les prochains budgets à 700 000 ou à 800 000 $. L'élastique est au maximum de ce qui est raisonnable. Alors, pour moi, l'autre scénario avec lequel j'aurais été à l'aise est une augmentation moyenne de 1%, donc à peu près 25 $ pour l'année, ce qui, en réalité, est quasiment un gel de taxes. Mais ça nous aurait permis de renflouer les coffres de la ville de 50 000 $ annuellement. Je pense que les gens auraient été tout aussi satisfaits, que leur capacité de payer aurait été tout aussi respectée, et tout ça, on l'aurait fait grâce à une optimisation aussi supplémentaire de certaines dépenses pour justement donner le répit de taxation que nos citoyens méritent, clairement. Et si j'avais insisté sur quelque chose, il ne faut pas oublier que les gens là sont intelligents. Les gens sont capables de réfléchir, puis sont capables de comprendre que si on puise 600 000 $ cette année dans le surplus accumulé pour équilibrer le budget, bien, à quelque part, à quelque temps, il va y avoir une facture qui va leur être envoyée pour ça. Hein? C'est pareil comme le crédit TPS, puis les chèques de 250 $. Les gens comprennent que l'argent ne vient pas des arbres, il vient de leur poche. Et donc, ce soir, tout simplement, je tente d'être honnête avec les gens, je tente de leur exposer la situation, et essayer de leur donner les outils pour comprendre et se faire leur idée. C'est correct d'avoir le break cette année, c'est correct d'avoir 0% d'augmentation en moyenne, mais il faut comprendre que ce ne sera pas possible de faire ça de nouveau dans les années à venir à cause qu'on nous propose de faire un tour de magie avec le surplus accumulé, et il va falloir payer pour ça. Et il va continuer à avoir de l'inflation qui va avoir un impact sur le budget de la ville, et donc une personne qui dirait qu'on pourrait continuer à acheter les taxes pour les années à venir, bien, cette personne-là devrait réviser ses mathématiques. Simplement, mon point au final, c'est que 1% d'augmentation aurait été plus responsable, ça aurait permis des variations plus stables et plus prévisibles des taxes dans les années à venir, mais on nous propose 0%. C'est peut-être pas l'idéal, à mon avis, étant donné le budget qui nous a été présenté, parce que le règlement de taxation, forcément, va de pair avec le budget. Là. Il y a une interaction entre les deux. Alors, c'est pas l'idéal, ce budget-là, mais je peux vivre avec le règlement de taxation parce qu'il vient donner le répit aux gens. J'ai dit qu'il fallait donner un répit de taxation aux gens, c'est ce qui est proposé, et donc malgré mes réserves, je vais appuyer ce règlement de taxation. Mais par contre, il faut faire attention. Avec ce qui est proposé, là, il y a une gestion plus serrée des dépenses qui va devoir s'effectuer en cours d'année. Il faudra s'assurer de respecter les gens en évitant certaines dépenses parfois superflues, on en a parlé amplement, parce qu'avec des revenus serrés, les dépenses superflues, c'est là que ça peut faire une différence entre le surplus réel ou un déficit réel à la fin de 2025. Et donc, voilà, il faudra éviter certaines erreurs. Donc, malgré mes critiques, malgré le fait que je me suis opposé au budget, j'appuie ce règlement de taxation et donc j'appuie le jet de taxes qui est proposé malgré tout. Merci, M. Laplante. Je vais ouvrir une parenthèse, vous savez, vous dites que vous êtes pour un gel de taxes, puis tantôt vous dites que vous voulez l'augmenter, puis à un moment donné, on pivote là-dedans, puis bien, M. Plante, mettons, c'est quoi votre opinion là-dedans? Ben, vous n'avez pas ça, vous entendez là-dessus? Puis, il y a une décision qui a été prise, M. Grenier a très bien expliqué tantôt quel était au niveau du surplus accumulé. M. Langlois a fait le travail qu'il fallait faire là-dedans. Et vous nous arrivez avec des surprises qui est tout à fait très intéressantes à entendre, mais qu'à un moment donné, bien qu'on perd le fil. Ceci étant dit, vous avez raison, les gens qui sont déjà là-dedans, puis je veux juste vous dire une chose. Vous nous avez fait confiance pendant 4 ans. On fait notre 4e année.
On a réussi à accumuler des sous. On a un surplus qui nous permet de le faire. On a un surplus qu'en pourcentage, on est en mesure d'y faire face. Je pense, puis c'est pas, on n'est pas en train de vous courtiser, je pense qu'on vous le doit de pouvoir le faire. On a fait une gestion saine et on va continuer de le faire en 2025. Et la journée que quelqu'un d'autre sera à la barre, il prendra les décisions qu'ils prendront à ce moment-là. Chose certaine, même si on n'avait pas eu le surplus qu'on avait là, on n'aurait pas pu prendre les décisions qu'on prenait là. Je pense qu'on est redevable à cet égard-là. Alors, faire des références ailleurs, un peu partout, on se perd de tout ça. Une chose qui est certaine, on a la capacité financière de le faire. Les firmes de comptables de nous confirmer aussi par rapport à nos résultats des états financiers. On est en santé. Ceci étant dit, j'avais besoin de quelqu'un qui en fasse cette proposition, s'il vous plaît. Si vous me permettez, j'ai peut-être juste un Vous pouvez faire l'intervention, supplémentaire. C'est que tantôt, là, lorsque je me suis exprimé, j'ai quand même oublié un élément qui est très important. Au niveau du plan triennal, on prévoit 2025, une autre fois, avec les projets Ponceau, rue Saint-Pétis, et tous les travaux, mettons, au niveau de travaux publics, sont à venir 3,9 millions de mémoire. Ce qui va quand même entraîner l'investissement travaux publics de la part de notre conseil en 4 ans de 20 millions. C'est pas rien. On aura réussi à investir 20 millions de dollars sur nos routes en investissement en travaux publics pendant 4 ans, dans un mandat. Et on va réussir à se voir, à dire à nos citoyens qu'on est capable de leur donner un break. On va l'utiliser dans le justice, un break de taxation. Absolument. OK? Monsieur Lablanche, je suis content, vous êtes d'accord, je suis content, vous êtes d'accord avec moi. Au niveau du surplus non affecté qui est trop élevé, vous venez de le dire, vous êtes d'accord avec moi, je suis d'accord avec ça. Je suis content de ça. On est d'accord avec ça. Puis au niveau du fonds de roulement, évidemment, on aurait pu décider à ce soir d'investir un peu plus dans notre fonds de roulement. Actuellement, il est à 200 000. Il y en a 85 000 qui ont été utilisés, il y a 15 000 qui est prévu d'être remboursés en 2025. Si on décide comme conseil de le grimper à 300 ou 400 000 notre fonds de roulement, on pourra le faire n'importe quand dans une rencontre publique ou une extraordinaire par résolution, tout simplement. Ce n'est pas un enjeu à ce moment. Il n'y a pas d'enjeu. Fait que moi, j'en fais proposition. Je vous remercie, M. Grenier. M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. M. Laplante? Pour. Mme Côté? Absolument. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'éligibilité, d'adopter le règlement 2024-548, fixant les taux de la taxe foncière générale de la tarification de certains services pour l'année 2025. Le point 6, affaire nouvelle, on n'en a pas. Période de questions, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Sinon, on est rendu à la levée de l'Assemblée. Avant la levée de l'Assemblée, j'ai juste un petit message à vous donner. Moi, je suis ici depuis 2021 et mon mandat a été de satisfaire les gens à la hauteur le plus possible selon mes capacités. On est là pour vous. J'ai le sentiment qu'on fait un travail honorable. On a la fibre des gens de Passepédia. On les connaît. On connaît leurs besoins à travers ça et on essaie par tous les moyens. Personnellement, je suis très fier. On n'a rien à gagner personnellement là-dedans. On n'est pas ici pour faire une publicité politique de quelque façon que ce soit. On est là pour les bonnes choses, pour répondre aux besoins de nos citoyens. Et je vous dis que, je l'avais dit au début du mandat, la porte est toujours ouverte de nous voir. Alors, je vous remercie beaucoup. J'aurais besoin de quelqu'un maintenant qui fasse pour proposer la levée de l'Assemblée. Je le propose. Je vous remercie, Mme Côté. M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. M. Laplante? Pour. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité que la séance sera levée. M. le greffier, il est 21h17.